Bonjour Kevin, enchantée et ravie de te recevoir sur ce podcast. Comment tu vas? Bonjour Aurélien. Ça va très bien et toi? Ben écoute, ça va super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, Merci de m'inviter. Avec plaisir. Donc, je t'ai connu par l'intermédiaire de Laura Chetel, que j'avais également reçue sur ce podcast, qui fait appel à tes services, justement. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Mais avant tout, est-ce que tu peux simplement te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais? En quelques mots, je suis Kevin Gohin, j'ai 31 ans et je travaillais en régie publicitaire pendant 8 ans. Du coup, j'ai commencé en alternance en business developer et j'ai fini head of sales. Je me suis bien amusé, il y avait une vingtaine de collaborateurs, c'était dans 8 langues différentes, donc c'était un beau melting pot dans les bureaux. On avait de l'Europe, mais même du plus international, de l'Asie, des États-Unis, etc. Du coup, le but de l'équipe, c'était vraiment de faire grossir le portefeuille client en new business principalement. Et depuis peu, depuis 1 an et demi, j'ai fondé l'agence Hook. Du coup, la promesse de l'agence Hook, c'est donc une agence de développement commercial. Et c'est d'apporter du new biz, encore une fois, parce que j'adore ça, mais cette fois à mes propres clients. Et du coup, en B2B. D'accord. Quand tu dis newbies, Ouais, new ça veut dire... business, c'est aller D'accord, chercher des ok. nouveaux clients qu'ils n'ont pas encore. Et ça, avec toutes les phases de la prospection qui va du sourcing, l'enrichissement, prise de contact, jusqu'à la prise de rendez-vous. Et on s'arrête là, entre guillemets, on s'arrête là, entre guillemets, même si on suit un peu la vie du prospect chez notre client. Mais c'est ça notre première valeur ajoutée. D'accord. Et donc, la prospection, comment vous l'abordez? C'est la prospection téléphonique, la prospection via les réseaux sociaux? Est-ce que vous faites, par exemple, notamment du setting? Ouais, alors on fait du multicanal, on a trois offres. On a le mail, LinkedIn et téléphone, ou juste le téléphone, ou juste le mail et LinkedIn. On fait pas trop de setting à proprement parler, dans le sens où on va surtout faire plus de l'outreach, aller contacter, bien sûr avec du wording différent selon le persona, selon le secteur, etc. Mais on va pas faire le travail de setting qui est plus manuel. On va aller parler en chat aux personas, aux prospects. Nous, c'est vraiment la première prise de contact jusqu'au rendez-vous. Quand c'est en mail ou en LinkedIn, on fait les réponses jusqu'à amener les prospects au rendez-vous. Mais c'est pas du setting à proprement parler, c'est plutôt de l'outreach vraiment pur. D'accord. Ok. Superbe. Et Voilà. donc, tu disais, ton agence, ça fait 1 an et demi que tu l'as ouverte. Ok. Ça fait 1 an et demi, j'ai fait les 6 premiers mois en freelance, seul chez moi, où ça s'est assez bien passé. Et j'ai vraiment lancé l'agence en janvier de cette année. Du coup, je me suis associé avec un ancien membre de mon équipe commerciale quand je travaillais en régie pub. Et du coup, on était deux en janvier, et là, on est 18 janvier prochain, donc le mois prochain. Donc, on a fait une belle année, on a bien grossi. Ah ouais, Et effectivement, voilà. 18 collaborateurs. En tout. Ouais, Ouais, génial. Bravo. ouais, ouais, merci beaucoup. Ouais. C'est assez fatigant, mais c'est de la bonne fatigue. Oui, voilà, exactement. Et ben justement, par rapport à ton agence, est-ce que tu peux nous partager ta vision? Bon, après, il y a aussi ta vision en termes d'objectifs peut-être perso, mais aussi pro, avec ton Ouais, agence. bien Est-ce que sûr. tu... En fait, pour t'expliquer actuellement comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui, et puis sur les 6 premiers mois, tous les collaborateurs, ils avaient plus ou moins le même travail. Sur 5 jours, en fait, ils travaillaient 4 jours sur de la prospection pour des clients. Et ensuite, le dernier jour, c'était de l'acquisition uniquement pour l'agence, pour Hook. Et là, depuis peu, on s'est vraiment structuré par business unit. C'est-à-dire qu'on a une business unit production, donc avec tous les SDR qui font les missions pour les clients, une business unit acquisition, donc ou des sales qui ramènent les missions, et du CSM. Et en transverse, on a le gros hacking qui va nourrir toute l'équipe production de listes, d'outils pour pouvoir être plus performant dans la production. Et du coup, là, on se dirige vers une organisation qui est par squad. En fait, chaque squad chez Hook va être limite indépendante. Et dans une squad, tu as tous les corps de métier et ils peuvent ravir les clients, en trouver d'autres clients, etc. Et bien entendu, produire. Et du coup, chaque squad va être un peu indépendante, mais tout ça pour Hook, avec un team lead, bien sûr, à chaque squad. Et du coup, la vision, là, donc on a 2 squads qui sont déjà effectives. Et à la fin de l'année 2025, on aimerait avoir 4 squads. Et voilà, continuer après à grossir. On aimerait bien finir à 10 squads assez rapidement. Donc là, on est deux, on aimerait avoir 4 à N plus 1. Et
si possible, 6 7 N+2 et 10 N+3. Est-ce que tu peux juste repréciser, donner des exemples des squads que tu appelles squad dans ton business? C'est quoi Ouais. exactement? Une squad, en fait, c'est comme un hook à l'origine quand on était plus petit. Donc, tu as tous les corps de métier qui sont nécessaires à toute l'activité. Donc, tu as entre 5 et 6 SDR qui vont produire pour les clients. Donc, qui vont soit démarcher en call calling, soit en call mailing du coup, bah, pour faire les prestations pour nos clients. Tu as un CSM qui va gérer bah, tout le portefeuille client de cette squad uniquement. Donc voilà, je te détaillerai un peu plus le travail du CSM si tu veux après. Mais le Mhm. but, en fait, c'est bah, de fournir le meilleur service possible et de garder un maximum d'échanges et d'agilité dans toutes nos communications. Aussi de faire des reportings sur les missions, comment elles se sont passées, là où ça fonctionne bien, là où ça fonctionne moins bien, là où on pourrait aller, parce qu'on est assez proactif aussi dans nos démarches, vu qu'on est concrètement sur le terrain. Quand on fait de la prospection, bah, on est clairement sur le terrain et on peut donner bah, des retours du marché et leur dire, bon, bah, sur ce persona, ça marche très bien, ou sur cette taille d'entreprise, ça marche très bien. Je pense qu'on devrait itérer sur ce sujet. On le propose au client, que le client nous dit let's go, ou non, c'est pas stratégique pour nous pour l'instant. Donc, voilà, il y a les CSM, il y a le sales de la squad, il est seul pour l'instant, et lui, il va nourrir toute cette équipe de clients. Et ensuite, le gros, mais lui qui est plus transverse à plusieurs squads pour l'instant, et qui va bah, lui nourrir de listes, soit de numéros de téléphone, soit de mail, et gérer toutes les campagnes, Lemlist, on travaille sur Lemlist pour l'outreach, et qui va gérer D'accord. toutes ces campagnes. Et qui est-ce qui tient un peu toute cette équipe? C'est un team lead qui va nous remonter un peu les informations, nous donner un peu la tendance de l'équipe, là où on pourrait s'améliorer, là où ça fonctionne très bien, et essayer de dupliquer sur l'autre squad. Et donc en fait, c'est des équipes pluridisciplinaires, on va dire, que Mhm. tu as réunies. Par comment en fait tu les réunis? Par projet, par portefeuille client? Comment ça se passe? Non, pour l'instant, on les a répartis par secteur d'activité. Ah voilà, C'est d'accord. c'est assez gros pour l'instant. Il y en a qui sont plus sur il y a la première squad qui est plus sur tous les business qui sont bah, le digital, le marketing, etc. Et Mhm. l'autre squad, elle est plus sur les produits physiques ou les choses, quelque chose, les choses qu'on vend qui sont plus tangibles. Par exemple, Laura, Oui. qui vend Mhm. Coco Kombucha. Donc voilà, on a une équipe qui s'occupe de cette partie plutôt physique. D'accord, qui ont des produits physiques, les entreprises qui ont des produits, voilà, d'accord, ok. Après, Qui ne font c'est pas pas du service. Ouais, c'est pas forcément gravé dans le marbre, mais en tout cas, on essaye de se diriger vers ces appétences-là. Et voilà. D'accord, ce qui permet en fait à ces équipes-là de se spécialiser vraiment dans un secteur d'activité. Ouais, alors on n'aime pas trop dire spécialisé dans le secteur d'activité non plus, parce que bah, ils font plein de choses, et même dans un produit physique, bah, tu peux avoir de la boisson, mais tu peux avoir aussi Mhm. par exemple du packaging, et c'est pas forcément le même métier, mais on le met là-dedans. Mais en tout cas, nous, comment on délivre les missions par rapport à nos collaborateurs, c'est surtout par rapport à leurs appétences. Je prends l'exemple de Thibaut, par exemple, qui est un grand fan de finance, même s'il fait du SDR, donc lui, on lui met toutes les missions de finance, et il adore ça. Donc voilà, c'est beaucoup par rapport aux appétences. On est encore une entreprise à taille humaine. Donc j'ai rentré une mission, ça plairait à qui ça? Et du coup, ils se proposent. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne encore pour l'instant. Trop bien. Est-ce que tu veux nous partager tes intentions, tes objectifs pour ton business d'ici la fin 2025? Ouais, bah, on a fait une première année où on ne s'attendait pas à avoir ce résultat, mais on a fini à 550 000 euros. Et du coup, l'année prochaine, on aimerait faire 2 millions directement parce que sur ces 550 000, on compte le mois de janvier, on était juste Baptiste et moi à deux à produire. Donc là, on est 18, donc on peut se permettre de faire un x4, je pense. On aimerait faire 2 millions l'année prochaine et l'année suivante, on aimerait bien aller chercher les 4 millions. Bah, surtout que ouais, c'est vrai que je pense que t'es sur une niche c'est porteur dans le sens où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'aiment pas justement la partie prospection. Donc il y a Ouais, de quoi c'est faire, clair. je pense. C'est Il y a de quoi faire. exactement pour ça que j'ai créé ce business. En fait, je voulais un problème qui soit douloureux, donc la Oui, prospection, quelque chose oui, que les gens n'aiment pas faire. Et je me oui. suis dit, OK, on va prendre ce segment de la vente
et on va devenir les meilleurs dedans et on va offrir le meilleur service possible. Ouais, c'est clair et net. Moi, dans mon business, le plus compliqué, c'est pas de trouver des clients. Il y en a énormément des clients. C'est surtout de trouver les bonnes personnes en interne, des bons prospecteurs qui ne se lassent pas aussi de la prospection. Et à côté de ça, bah, il y a plein de sujets, moi, en interne, pour faire en sorte que les prospecteurs chez moi ne s'ennuient pas. Donc, en gros, mon but, c'est qu'ils passent le moins d'appels possible. En tout cas, qu'ils passent le moins d'appels versus le maximum de nombre de rendez-vous, de résultats pour pas les fatiguer. Le but, c'est pas de les tuer à la tâche et qu'ils passent 150 appels par jour, 4 jours sur 5. Je t'expliquerai pourquoi après 4 jours sur 5 parce qu'on se lance dans la semaine de 4 jours à partir de janvier, juste pour les SDR. Mais voilà. Ok, très bien. Bon, après, on va vraiment rentrer dans le cœur de ton business et notamment nous expliquer tous ces termes, SDR, etc. Ah oui, pardon. Je suis, moi, Non, parce que même moi, pour te dire, je suis dans le digital, mais SDR, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Sales Development Representative, en gros, c'est un prospecteur, c'est une personne qui va décrocher son téléphone ou qui va envoyer des mails pour aller chercher les nouvelles opportunités. Trop bien. Ok, super. Eh ben, écoute, si on revient un petit peu en arrière, quel moment t'as réalisé justement, parce que t'as démarré, t'étais seul, à quel Ouais. moment t'as réalisé qu'il était temps justement pour toi de passer de solo indépendant à je commence à m'entourer d'une équipe? Est-ce que tu te rappelles des petits signes déclencheurs qu'il y a eu? Ouais, je me rappelle, je vais même peut-être me permettre de modifier un peu ta question, parce que j'ai commencé Hook en side quand j'étais déjà en poste, quand j'étais Ah oui, directeur commercial dans une certaine société. Du coup, très ambitieux de vouloir faire ce choix. J'ai pas réussi à trouver trop de clients parce que j'avais un travail qui me prenait beaucoup de oui. temps et j'ai voulu lancer quelques actions, etc. Et j'ai pas trop réussi. Et au bout d'un moment, bah, j'ai quitté mon poste pour me lancer à 100% dans cette partie freelance. Et du coup, là, j'étais seul. J'ai passé quelques mois. Je créais beaucoup de contenu sur LinkedIn. J'avais un petit réseau. Du coup, j'ai commencé à contacter un peu tout mon réseau, etc. Prospecter aussi, parce que si je vends de la prospection, il faut que je montre un peu mon travail. Et au bout d'un moment, donc, j'ai trouvé mes premières missions. Je me suis plutôt plu dans ces missions. Et en fait, je vends beaucoup de call calling, donc de missions de prospection téléphonique, et je les vends par jour. Du coup, bah, je peux pas prospecter le samedi, le dimanche. Je sais pas comment les prospects vont me recevoir le week-end, mais j'ai pas tenté encore. Tu me diras si, qu'est-ce que tu en penses de te faire prospecter le samedi, mais en tout cas, j'ai pas tenté. Et du coup, bah, je pouvais pas vendre plus de 5 missions par mois. Sauf que bah, j'avais des clients, j'ai commencé à avoir une petite traction et pas mal de clients qui venaient à moi et bah, je voulais pas les refuser. Donc je me suis dit, bon, bah, je peux pas les refuser, je peux pas les prendre. J'ai toujours aimé un peu gérer des équipes. Mon ancienne expérience, ça m'avait beaucoup plu de gérer des équipes commerciales. Donc je me suis dit, bon, bah, ok, il faut me lancer en agence. Et c'est comme ça que j'ai eu le déclic, quoi. C'est de ne pas refuser de clients et de vouloir grossir. Ces clients, ils sont venus à toi comment? Est-ce que c'était le bouche à oreille, la reco, ou c'était tes posts LinkedIn? Est-ce que tu as pu Hum, sourcer un petit peu les... Les deux, Ouais. beaucoup via mes posts LinkedIn. J'ai mis longtemps à avoir des résultats. J'ai posté pendant 6 mois à peu près sans avoir trop de résultats. Et d'un coup, j'ai eu un cran où, OK, ma première demande inbound qui se convertit. Et après, c'est arrivé un peu en boule de neige, 2, 3, 4. Ce qui est assez cocasse d'ailleurs quand on vend de la prospection, mais qu'on a de l'acquisition en inbound. Mais bon, ça a beaucoup marché encore aujourd'hui, ça marche beaucoup. Et du coup, voilà, moi, c'est beaucoup via la création de contenu et mon réseau, une fois qu'ils ont vu mon contenu. Parce que finalement, tu te rends pas compte du réseau que tu as. Enfin, en tout cas, moi, je me rendais pas compte du réseau que j'avais, alors qu'il n'était pas énorme, hein. Mais quand tu commences à poster, ils disent, ah oui, mais Kevin Gouin, c'est vrai, on avait bossé, on avait fait ça ensemble, etc. Et ils te contactent. Et du coup, bah, quand c'est ton réseau qui te contacte via la création de contenu, bon, ils te font plus ou moins un peu confiance et tu peux les convertir plus facilement. Après, ça, c'est la première partie du boulot. Le plus dur, c'est pas de rentrer les clients, c'est de les satisfaire. Exactement. Et là, aujourd'hui, avec ce recul que tu as, avec ton agence, là, les clients, ils viennent à toi toujours via ton contenu ou Ouais. il y a aussi un peu de la prospection et de la reco? Alors, toujours beaucoup les trois, mais toujours beaucoup via la création de contenu. Mm. Je continue à poster sur LinkedIn. Donc, j'ai eu des périodes où j'ai un petit peu moins posté. En fait, bah, les périodes où la production, elle est assez intense.
Et au final, bah, tu dois faire des choix cruciaux. Et malheureusement, bah, j'ai délaissé un peu la création de contenu. Mais en fait, dès que tu repars sur la création de contenu, tu as des demandes qui arrivent. Et sinon aussi, pas mal de recos. En fait, j'aime bien beaucoup tisser des liens avec les gens avec qui je travaille. Donc, je les invite au bureau. On se voit en vrai. C'est vrai que là, on fait un visio, mais en vrai, je trouve ça quand même beaucoup plus sympa C'est vrai. autour d'un café, un déj. Et en fait, de fil en aiguille, surtout quand tu veux pas vendre, en fait, juste quand tu t'intéresses vraiment à la personne, son business, etc., et bah, tu te fais recommander de part et d'autre. Donc, création de contenu, recommandation. Et là, l'agence a aussi bah, de l'acquisition via de la prospection, mais c'est plutôt mes équipes qui prospectent que moi. Je suis un cordonnier mal chaussé. Je ne prospecte pas beaucoup. En fait, je prospecte pour mes clients, mais pas beaucoup pour moi. C'est-à-dire que tu as dans tes équipes, tu en as qui prospectent pour ton agence et il y en a aussi qui vont prospecter pour les clients. Non, pour l'instant, enfin, il y a 6 mois, en fait, la journée d'un collaborateur chez Hook a été articulée sur 4 jours de prospection pour les clients et le dernier jour sur de l'acquisition pour l'agence. Quand je dis acquisition pour l'agence, c'était de la façon qu'ils voulaient. Si c'est plutôt les salons, plutôt création de contenu LinkedIn ou call calling quand même, ils faisaient comme ils voulaient. Et là, maintenant, aujourd'hui, on a vraiment un pôle acquisition qui s'occupe bah, d'apporter des clients. Trop bien. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, quel est comment tu définis ton rôle au sein de ton agence? Ouais, c'est une question qui est super pertinente. Parce que mon rôle, du coup, comme on a grossi assez vite, de 2 à 18 en un an, mon rôle en un an a changé plusieurs fois. J'ai gardé longtemps la casquette de prospecteur pour les clients. Du coup, j'avais mes clients historiques et c'est très dur. Et c'est des croyances limitantes, mais qu'on s'impose nous aussi. J'en ai fait les frais. Mais se dire, bon, bah voilà, c'est mon client chouchou, je peux pas le déléguer, j'ai pas envie de le déléguer, etc. Et du coup, j'ai fait beaucoup de missions clients. Encore hier, j'étais en mission client d'ailleurs pour un client historique. Là, c'est bon, j'arrête pour 2025 parce que je dois aider les autres équipes, les coacher, etc. Donc, je peux malheureusement plus prendre le temps de faire une journée entière de cold calling et de laisser les autres travailler. Euh, mais du coup, au début, je faisais les missions clients. Ensuite, je suis plutôt passé sur la partie acquisition, donc nourrir mes équipes de missions. Et après, bah, le portefeuille client augmente et du coup, on est obligé de faire de la relation client, du CSM, Customer Success Management. Du coup, là, j'ai plus pris la casquette de CSM, quelque chose que je n'avais jamais fait officiellement. Mais en fait, j'adore ça. Moi, j'aime beaucoup les relations avec les clients. Et c'est plein de petites choses, je pourrais les détailler, mais plein de petites choses qui sont trop bien, en fait, qui apportent vraiment de valeur. Comment j'ai eu des exemples de ce qui plaît, c'est comment moi je me suis senti quand j'étais bah, client d'agence ou de software, par exemple. Et là, aujourd'hui, je suis plus sur une partie que j'aurais dû peut-être travailler avant, mais sur la stratégie. Donc là, je suis sur la partie stratégique, vision de l'entreprise. OK, comment est-ce que je vais aller là? Comment est-ce que j'y vais petit à petit avec des petites étapes? Donc voilà, là j'en suis à là. Et pour janvier, je passe aussi sur une grosse partie marketing, quelque chose que j'aime beaucoup, mais que je n'ai pas pu trop faire. Et du coup, bah, développer un peu le marketing de Hook, aussi bien sur du branding que sur du marketing d'acquisition pur. Trop bien. Et Voilà, mon métier, mais j'ai changé de métier plusieurs fois cette année et franchement, c'était trop bien. voilà, t'as réussi à gérer ces transitions et cette croissance rapide aussi. Ouais, oui, oui, bah, en fait, je me suis toujours mis quelque chose en tête, c'est je vais pas me plaindre. S'il y a des clients, s'il y a du business ou autre, on va pas se plaindre. Ok, c'est dur parfois, des très grosses journées, un peu de stress, etc. Mais ouais, c'est des bons problèmes. Exactement. Ouais, ce que j'étais dire, c'est des bons problèmes. C'est des bons Et problèmes. comment tu t'y es pris pour déléguer? Comment tu as pris ces décisions et comment tu as t'as trouvé tes premiers collaborateurs? Ouais, c'est très compliqué de déléguer. J'ai encore pas du mal, mais en tout cas, c'est des vraies décisions. J'ai les premières fois où j'ai délégué, je l'ai fait malgré moi, parce que bah, il y avait trop de clients et que bah, je pouvais pas le faire moi, donc je l'ai délégué d'abord mon associé et après à mes collaborateurs, mon premier collaborateur notamment.
Et en fait, ça s'est trop bien passé parce que quand tu recrutes une bonne personne, que tu mets les bons process en place et que tu prends du temps aussi pour la personne, et ben en fait, ça se passe bien, ça se passe même mieux que si tu es sur deux sujets en même temps et que tu veux gérer les deux sujets. Et ben en fait, même si tu peux, d'ailleurs, ça peut être vrai ou faux, mais penser être meilleur que par exemple ton nouveau collaborateur, bah, si lui il se donne à 200% et qu'il a peut-être moins de skills au début, bah, s'il est seul sur ce sujet, il fera du meilleur boulot que toi. Yes, Versus toi qui a 2 3 4 5 sujets en même temps. carrément. Et du coup, comment tu les as trouvés, ces premiers collaborateurs? Alors, mon Et associé, surtout, qu'est-ce que tu recherches chez eux quand tu les recrutes? ouais, c'est de très bonnes questions. Alors, pour commencer par mon associé, je le connaissais de mon ancienne activité. Et mon premier collaborateur, c'est très drôle comment je l'ai recruté. Bah, je suis pas allé à lui, c'est lui qui est venu à moi. Pour la petite histoire, j'étais chez un client en physique et je faisais ma journée de prospection chez le client. Et donc voilà, prospection téléphonique. Et il y a quelqu'un qui m'appelle, un numéro inconnu qui m'appelle. Donc je décroche, je pensais que c'était quelqu'un que j'avais appelé, un prospect que j'allais convertir pour mon client. Et là, c'est un petit jeune homme qui m'appelle avec plein de bagou et plein de bonne humeur et qui me prospecte. Moi, pour mon activité Hook. Et il me prospecte très très bien. Et là, j'étais dans le rush et je lui dis, bon, écoute, on fait le même boulot. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. On va prendre un rendez-vous. C'est nickel, mais là, j'ai pas le temps. Et je lui prends le rendez-vous. Et du coup, c'était en novembre. Et du coup, je fais le rendez-vous mi-janvier. Mais je fais le rendez-vous avec la compte exécutive et pas avec lui qui prenait les rendez-vous. Donc voilà, je fais le rendez-vous. Tout se passe bien. Elle fait une petite découverte. Elle me demande où je veux aller. Je lui dis que j'aimerais recruter, mais c'est encore les débuts. Et ce que je savais pas, c'est qu'en fait, il écoutait le call, mais il était en ghost. Il était à côté. Je savais pas qu'il écoutait le call. Et quelques semaines plus tard, je suis chez un autre client, chez WeWork dans Paris, et il m'appelle, mine de rien. Il me dit, bon, bah, Kevin, comment ça se passe, etc. Et je lui dis, bon, bah, malheureusement, je vais pas signer pour la solution. Il me dit, non, non, mais je t'appelle pas pour la solution. Voilà, il y a eu un bon fit, et j'aimerais savoir, bah, qu'est-ce que tu voudrais faire cette année, alors qu'il savait très bien que j'avais dit que je voulais recruter. Et du coup, on échange, etc. Et je dis, bon, bah voilà, j'aimerais trop te recruter, mais je peux pas parce que bah, très au faible, CDI, bah, c'est engageant et c'était la première fois de ma vie que je prenais un CDI. Euh, et du coup, j'avais cette croyance limitante de me dire, OK, si je recrute un CDI, il me faut au moins 6 mois de salaire de côté, parce que si je le paye pas, moi, c'était ma hantise de pas payer un collaborateur, et encore maintenant d'ailleurs. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, je peux pas pour l'instant. Et là, donc on se raccroche, mais je lui dis, mais on garde contact. Et je raccroche, et un ou deux jours plus tard, j'ai un gros client, un gros deal qui signe. Et Baptiste, mon associé et moi, on ne pouvait pas produire parce qu'on était au maximum de notre production. Et je dis, OK, banco, je le rappelle, OK, viens. Et du coup, Ah ouais. bah, j'avais même pas 2 mois de trésor pour le payer, donc il fallait absolument que ça fonctionne, quoi. Donc c'était vraiment all-in. Et aujourd'hui, c'est mon head of SDR, donc la personne qui gère les SDR. Chez moi, ça va faire 1 an qu'il est là et il gère maintenant son équipe chez moi. Et du coup, c'est Valentin, donc c'est une très bonne. J'aime bien raconter cette histoire parce que Ah ouais, vraiment, c'est lui carrément. qui est venu à moi et il a vachement géré. Et pour les autres recrutements, comment est-ce qu'on a fait? On recrute beaucoup sur le réseau avec mes posts LinkedIn. Je faisais sous-entendre dans une petite phrase à la fin de mon post que je recrutais, mais vraiment de façon implicite pour voir qui est-ce qui était malin et qui allait me contacter. Et il y a des gens qui m'ont contacté, qui m'ont appelé. Voilà, je m'amuse un peu. Je disais, bon, bah, je recherche des profils. Si tu es un bon SDR, trouve mon numéro et appelle-moi. Et des gens m'appelaient. Et du coup, c'est un peu comme ça que je faisais. Sinon, bah, je travaille aussi, bon, je recrute beaucoup sur le réseau des gens que j'ai chez moi. Je demande, bon, bah, est-ce que tu as un bon sales? Est-ce que tu connais un bon sales? Est-ce que tu pourrais me recommander? Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on a fait nos recrutements. D'accord. Ouais, surtout, ouais, c'est ça, via ta stratégie de contenu et le réseau. Trop bien. Ouais. Et, mais tu as pas fait, je veux dire, de recrutement, tu sais, standardisé avec une fiche de poste, avec un petit questionnaire pour préqualifier les personnes. Voilà, t'as pas standardisé cette partie-là. Je pense que je suis un mauvais élève là-dessus. J'ai lu aucun CV de toutes les personnes qui sont venues chez moi. Et parce que, en fait, ça m'intéresse pas, son CV, ou son Non, je suis école. d'accord avec toi, les CV, non, c'est clair que ça compte. Ouais, que tu fait cette école ou cette école, non, on fait un entretien
assez chill. Quand je dis chill, c'est dans le sens où voilà, je veux aussi montrer comment ça se passe dans notre agence. Donc voilà, on n'est pas super formel. Ça veut pas dire qu'on travaille pas. Ça veut dire pas ça veut pas dire qu'on travaille pas dur. Mais voilà, j'aime bien avoir quelque chose d'assez fluide. Et surtout, j'essaie de comprendre toute l'ingéniosité commerciale que la personne a. En lui posant des questions, en lui demandant son track record sur ses précédentes boîtes, en lui demandant d'expliquer ses précédentes boîtes et comme si j'étais un prospect, par exemple. Et du coup, bah, je comprends tout de suite s'il sait parler à un prospect, s'il sait vendre une solution, s'il sait vulgariser quelque chose. C'est très important pour moi parce qu'on a plein de secteurs d'activité différents et tu te doutes bien que je suis pas un pro en finance, en boisson, en marketing et tous les autres sujets. Et du coup, c'est important de vulgariser, donc je lui demande avec des mots simples comment est-ce qu'il peut m'expliquer ses précédentes activités. Trop bien. Et je reviens aussi au fait que tu as un associé, justement. Donc, du coup, comment tu définis ton rôle? Comment vous êtes répartis les missions entre vous deux? Ouais, de façon assez naturelle. Alors, je crois qu'on a fait quelque chose qui, sur le papier, n'est pas forcément bien. On a le même profil, lui et moi. On est deux sales. Sur le papier, on n'est pas super complémentaires, mais finalement, en fait, avec la masse de travail qui est arrivée à nous, surtout quand on a commencé à recruter, qu'on a eu pas mal de clients, en fait, on s'est dirigé naturellement sur ce qu'on aimait plus ou moins faire ou ce qu'on allait faire. Et en fait, bah, tu as 10 tâches, 20 tâches à faire. On se les répartit. Ok, bon, bah toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, moi je préfère faire ça, moi je suis plus efficace là-dessus. Et c'est comme ça qu'on a fait, et finalement on a gardé un peu cette organisation. Par exemple, moi au début, je faisais plus les listes et les campagnes mailing, et mon associé, lui, il s'est plus occupé bah, de toute la partie management des équipes et gérer un peu le quotidien de l'équipe. Mais voilà, sinon on fait tous les deux plus ou moins la même chose, mais à des mesures un peu différentes. D'accord, très bien. Et justement, au niveau de la gestion de vos projets, notamment bah, les projets pour les clients et autres, comment tu les gères avec l'équipe? Est-ce que vous avez déjà des outils pour supporter et pour coordonner les Ouais. membres de l'équipe? Comment vous gérez en interne? Pour la gestion de projet, on travaille beaucoup sur Notion, où on a des fiches clients avec leur salesbook, etc. Et à côté de ça, on a bah, pas mal de tableaux de performance sur Google Sheet, assez simple, où en gros, la base, c'est qu'on a toutes les informations sur le client, comment prendre les rendez-vous, quel est le degré de qualification dont le client a besoin, des références clients, etc. Ensuite, de l'autre côté, c'est plus la partie CSM que je prenais il y a peu. On avait un suivi de la vie du client sur notre Notion. Bon, on est au premier mois, deuxième mois, troisième mois. On demande des résultats attendus, en tout cas des objectifs. On se fixe des objectifs avec les clients. Est-ce qu'on les a atteints? Est-ce qu'on n'y est pas? Comment est-ce on peut y aller? Et ensuite, après, on a des points qui sont bimensuels avec les clients. Et du coup, on, euh, on voit comment est-ce que les missions, elles avancent. Et au niveau des outils, du coup, on a Notion et on a un outil qui est génial, qui s'appelle Lexi. Je ne sais pas si tu le connais. C'est une société belge. Et en gros, c'est un outil qui permet bah, de retranscrire tous les appels. Donc là on l'a pas vu que c'est pas moi qui ai fait l'invitation, et ça retranscrit tous les appels avec une IA, quelque chose d'assez classique. Ça te les résume. Et après, surtout, Hmm. tu as une partie scorecard, notamment sur la partie CSM, où moi, je mets des étapes à absolument valider sur un appel CSM. Par exemple, est-ce que j'ai bien demandé comment ça se passe la mission? Est-ce que tu as bien fait le check de tous les rendez-vous? À la fin, comment est-ce qu'il a ressenti la mission? Est-ce qu'il a des recommandations à nous faire sur son réseau? Est-ce qu'on a demandé un avis sur Google, par exemple, ou autre? Donc voilà, ça, je suis beaucoup euh, comment se sont passés les appels CSM avec cet outil. Surtout quand on commence à en avoir pas mal d'appels, j'ai tout centralisé dans un même endroit et c'est assez intéressant. D'accord, donc en résumé, Lexi, il fait le transcript des audios. Il va te permettre de faire des Le résumés, transcript audio ouais, ou des vidéo calls. des Et vidéos. surtout, après, il va noter selon moi mes critères, chacun des appels. Donc noter, ça fait un peu flicage, mais c'est surtout pour voir qu'est-ce qu'on a manqué. Et là, on pourrait bah, s'améliorer pour les prochaines fois. Hmm, d'accord, trop bien. Ouais, je connaissais pas. Lexi, c'est Lexi, c'est ça? Leexi, il me semble. Et c'est D'accord. franchement génial. Ok, je connaissais pas. Trop bien.
Superbe. Et du coup, ça me permet de le faire pour les appels CSM, mais aussi pour les appels de production, production, donc prospection pour les clients, et aussi pour les appels d'acquisition, pour l'acquisition hook. Et du coup, les scorecards, elles sont différentes. Par exemple, pour la prospection, est-ce que tu as bien validé l'identité du prospect, son poste, qui s'occupe bien de ce sujet? Est-ce que tu as bien proposé deux dates pour un rendez-vous? Est-ce que tu as bien confirmé le rendez-vous par mail, etc. Donc, c'est des petites étapes simples, mais du coup, si le prospecteur, il fait toutes ces étapes, il a 10 sur 10 sur son appel, on peut réécouter du coup les appels. Et du coup, bah, il peut avoir 6 sur 10 et on sait là où il y a eu un petit manquement et là, là, on peut travailler. D'accord. Et donc, c'est toi qui es en charge de relire justement les appels, de les réécouter, de les relire avec... Ouais. C'est moi et bah, du coup Valentin, mon premier collaborateur qui est maintenant Head of SDR. D'accord. On fait ce travail à deux ensemble ou parfois juste on prend 30 minutes tous ensemble. Il y a un très bon call qui a été fait par un des collaborateurs et on demande, bon ok, arrêtez tout, écoutez ce call. Et du coup, on aime beaucoup Ah faire ben oui, ça pour pour s'inspirer des uns des autres. Ouais. ouais, partager les bonnes practices. Et puis, c'est toujours aussi super valorisant pour le collaborateur qui a fait un super appel. Il faut se rappeler qu'on fait un travail qui est dur, hein. On fait, enfin, dur, toute mesure retenue, mais on fait 100 appels par jour. C'est quelque chose qui est fatigant, qui demande beaucoup de gymnastique commerciale pour rebondir au bon moment quand il faut avec les prospects, comprendre les prospects juste au son de leur voix, leur intonation, ou même bah, au blanc, par exemple. Du coup, voilà, c'est très important de valoriser les performances des équipes. Exactement. Et j'allais te dire justement, comme tu disais, le métier de la prospection, c'est pas forcément facile. Et comment tu fais pour les garder motivés, impliqués, investis dans leur mission et surtout les garder sur du long terme? Ouais, c'est une super question. Alors, ce que j'avais fait au début, c'est que je leur proposais que de faire uniquement 4 missions par semaine, au lieu de faire 5 sur 5 où tu travailles, bah, tu fais que de la prospection 5 jours sur 5. Donc, ils travaillent que 4 jours dans la semaine sur des clients. Le dernier jour, c'était plus de la formation et de l'acquisition pour Hook, comme ce que je t'avais dit. Dans l'autre sens, contrairement à un SDR, un prospecteur qui travaille dans une société où bah, toute la semaine il va parler du même produit, vendre le même produit, bah, nous, le lundi, tu vends une boisson coco, le lendemain, tu vends du packaging pour des crèmes, par exemple, et peut-être le surlendemain, tu vas faire du recrutement. Donc tous les jours, tu changes de secteur, et du coup, c'est quelque chose déjà qui est assez enrichissant, parce que tu as une pluralité de secteurs et du coup d'informations qui est vachement enrichissante. Dans l'autre sens, moi, mon travail, c'est que qu'il soit le moins dur, moins difficile possible, le moins fatigant possible. Donc, on a des outils qui permettent bah, d'appeler plus facilement, sans composer les numéros, par exemple. Ils n'ont pas besoin de prendre de notes parce que bah, il y a ce fameux Lexi qui prend toutes les notes et qui les envoie directement dans le CRM. Donc voilà, ils sont pas obligés de taper. Si il y a le prospect qui te donne son mail et tu l'as mal noté, bah, quoi qu'il arrive, on a l'enregistrement et le lexique qui l'envoie dans Pipedrive. Donc voilà. Dans l'autre sens aussi, c'est d'avoir des super listes de prospection. Je ne vais pas te demander d'appeler 100 personnes et les 100 personnes n'ont rien à voir avec le sujet, en tout cas qui s'occupent pas vraiment de ce sujet. Donc avoir les meilleures listes possibles, c'est très important aussi. Comme ça, ils passent moins d'appels, mais ils ont plus de performance. Et du coup, là, très récemment, on a lancé la semaine de 4 jours. Du coup, comme ça, le but, c'est qu'ils soient vraiment focus 4 jours sur les clients et qu'après, ils puissent avoir une semaine, un week-end de 3 jours où ils peuvent bien se reposer parce que je considère que c'est un métier qui est difficile. Tout de même, se prendre 90 noms dans la journée, bah, ça peut être fatigant mentalement. Et du coup, voilà, on leur laisse plus de temps pour se reposer. Comment on les garde aussi. Donc moi, c'est un vrai sujet pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai plein de choses à te dire dessus. Mais aussi, c'est l'ambiance au bureau. C'est important d'avoir une bonne ambiance. On n'a pas on a des horaires, mais il y a pas de temps de pause ou autre. Voilà, si t'en as marre, Alors, tu t'as pris un... Ouais. tu parles de bureau, donc vous n'êtes pas en full remote. C'est-à-dire que Non. voilà, en présentiel. D'accord, ok. On est en full office par contre. C'est un choix qui a fait un peu débat sur LinkedIn il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Mais nous, on préfère travailler, en tout cas moi je préfère que toutes les équipes, elles travaillent ensemble parce que il y a vraiment une cohésion qui se crée. Déjà, quand tout le monde appelle, bah, toi aussi tu vas dire, bon bah moi aussi je suis un sales, moi aussi je peux choper plein de rendez-vous comme mon copain qui est à droite. Mais dans l'autre sens, si tu as une mission où
tu as beaucoup de mal sur une journée, et ben, ton copain à côté, il va t'aider. Il va prendre le téléphone pour toi et vous allez être à deux sur la mission pour essayer de lisser tous les résultats. Donc voilà, c'est vraiment important cette cohésion. En gros, on gagne ensemble, on perd ensemble. C'est pour ça qu'ils ne sont pas commissionnés sur leur performance personnelle, mais sur leur performance de groupe. Bon. Donc voilà, on n'est que au bureau. Et aussi, bah voilà, ils prennent des pauses. Enfin voilà, s'il y a des appels qui sont un peu fatigants, ennuyants, bah, tu vas jouer au ping-pong, tu vas taper dans le sac de frappe à côté ou autre. Enfin voilà, ou tu vas rigoler avec le copain et te détendre un peu. Mais voilà, mais on est uniquement au bureau par contre. D'accord, trop bien. Et ils sont statut salarié, freelance, indépendant? Ouais, principalement du salarié. D'accord. On a donc que de CDI et on a deux freelances parce que ça les a arrangés d'être en freelance et trois alternants. D'accord. Pourquoi le choix du salariat comme ça dès la première année? C'est quoi qui a fait pencher la balance? Ouais, c'était une grande question pour moi. Au début, je m'étais dit, est-ce que je fais une agence et plutôt un collectif de freelance, comme par exemple, j'ai oublié le nom, mais il y a des agences immobilières où c'est des collectifs de freelance, Il y a en tout des... cas des collectifs. Hmm. Voilà, exactement. Pensez à eux. C'est des collectifs indépendants, donc je me dis, bon, soit je fais ça, soit je fais une équipe en salarié. Et finalement, je suis parti sur le côté salarié parce que je m'étais dit peut-être qu'un freelance, il est un peu plus frivole. Si tu choisis, si tu choisis la voie du freelance, bah, peut-être que tu n'as pas forcément envie de travailler 5 jours sur 5 ou 4 jours sur 4, mais parce qu'on te l'a dit etc. Et moi, je cherchais bah, une équipe qui reste avec moi sur le long terme, parce que bah, c'est tout de suite plus compliqué avec les clients de se dire, bon, bah, aujourd'hui c'est Thibaut, mais demain sera Noah, après-demain ce sera un tel. Donc voilà, moi, je voulais vraiment avoir un noyau dur de personnes qui restent avec moi et qui soient heureux de travailler avec moi sur du long terme. Pas qu'un freelance, ça peut ne pas être heureux de travailler sur le long terme, mais je pense qu'il y a plus ce côté un peu plus frivole euh, qui, qui allait moins, selon moi, sur l'activité. Ouais, ouais, carrément. Et puis aussi, je suppose que ils sont embauchés quasi à tous à temps plein, pour le coup. Ils sont tous à temps plein et Voilà. ouais, ils sont Donc, tous à temps plein. Et voilà, c'est parce que quand tu es freelance, tu peux pas travailler à temps plein pour un client. Parce qu'à un moment en donné, plus, ouais, l'URSSAF, ils vont sonner à ma il va porte. toquer la porte, il va dire, attention, c'est un Ouais, salariat déguisé, ça. ouais. Et hop là. Voilà, Ouais, c'est oui, ça. oui, Parce que tu as aussi, toutes c'est les vrai. cotisations sociales et patronales que tu payes aussi, hein, et que tu fais l'économie avec un freelance. Donc, du coup, là, Ouais, effectivement, quand c'est quelqu'un que tu sais que tu vas garder sur du long terme et qui travaille à temps complet, pour toi, ouais, bah oui. oui, Là, le oui, salariat, effectivement, il est pertinent. mm, Carrément. mm. Donc voilà. Trop bien. Et est-ce que tu veux nous partager les systèmes, les process que tu as mis en place justement pour que tout fonctionne et tout roule correctement dans ton agence? Est-ce qu'il y en a, par Ouais. exemple, que tu affectionnes particulièrement et que tu as mis en place? Ouais, mais c'est des choses assez simples. Je pense que j'ai pas réinventé la roue. Mais par exemple, le groupe WhatsApp. Donc, quand un client il signe chez moi, on crée un petit groupe WhatsApp avec le client, le prospecteur, la personne qui fait les rendez-vous chez le client, moi et le CSM. Donc, ça fait des beaux petits groupes. Et le but, donc là déjà tous les matins, donc on vend par exemple notre best-seller, c'est le call calling. Donc c'est sur un mois, un jour par semaine. Donc tous les lundis, tous les mardis, peu importe, on va prospecter pour toi. Et tous les matins, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un petit message au client en disant: Salut, c'est Kevin. Bah, comme prévu, je vais travailler pour toi aujourd'hui avec des petits smileys sympas, un petit soleil, un petit mot sympa ou autre. Et je trouve que ça a un rapport, c'est vraiment trois fois rien. C'est deux pixels, des mots sympas, Et ça mais rassure le seulement. client aussi. Ouais. Déjà, ça rassure le client parce qu'on travaille pour lui aussi. Il sait à quelle heure on travaille, etc. Donc, il paye une prestation et il se doit en fait d'avoir des retours. Mais aussi, ça crée vraiment de la chaleur entre les Mm. clients et les prospecteurs. Moi, j'aime bien dire que même si on est une agence externe, en fait, on fait partie de l'entreprise. On fait partie de nos clients. On va au front pour eux. Tous les jours, on dit: Salut, c'est Kevin de la boîte Intel. Voilà, on est vraiment, on met notre masque. OK. Aujourd'hui, je suis ce client, je suis client 1. Le lendemain, OK, je suis client 2.
Donc voilà, on partage aussi sur le groupe WhatsApp toutes nos victoires, nos questions. Parfois, on a des questions. Si on a un gros poisson qu'on n'arrive pas à sortir de l'eau, ben, on peut demander sur le groupe WhatsApp, ah, il m'a dit ça, comment est-ce que je peux faire? On partage nos succès, je te l'ai dit, et en fin de journée, on fait un petit débrief sur WhatsApp. Bon, bah, j'ai fini ma journée, j'ai tant de rendez-vous. On envoie un mail aussi avec ben, un espèce de petit Canva un peu joli où tu vois le nombre d'appels, le nombre d'échanges, le nombre de mauvais numéros et le nombre de rendez-vous. Et en plus de ça, dans le Canva, tu peux cliquer sur un lien qui t'amène sur un Google Sheet où tu as tous les rendez-vous, tout l'historique de rendez-vous qu'on a pris pour ce client avec le nom, prénom, toutes les informations du prospect, la date du rendez-vous, si c'est un rendez-vous physique ou un rendez-vous visio. Donc voilà. Le groupe WhatsApp aussi, il sert à donner l'état du rendez-vous. Je m'explique. Si je te prends un rendez-vous, donc aujourd'hui on est jeudi 19 décembre, si je te prends un rendez-vous aujourd'hui pour bah, mardi prochain, bah, mardi prochain matin, je vais appeler le prospect, je vais dire, bon bah salut, c'est Kevin, on a pris rendez-vous ensemble, le rendez-vous a bien lieu, mais en revanche ce ne sera pas moi, mais ma client, donc la personne chez le client qui va faire le rendez-vous qui va le faire et je voulais juste vous prévenir par courtoisie que ce ne sera pas moi qui vais faire un rendez-vous. Le but, c'est de reconfirmer de vive voix le rendez-vous. Et ensuite, après, on dit au client, bon, voilà, on a bien confirmé à nouveau que le prospect est disponible. Ou sinon, bah, peut-être qu'il est plus disponible, ou il a été séduit sur le moment, mais il a vu en interne, il n'y a pas d'intérêt, il y a pas d'intérêt finalement. Donc voilà, il nous sert à ça le groupe WhatsApp. En vrai, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Donc voilà pour la gestion. Et sinon, Notion, où nous, on partage toutes nos informations en interne sur le Trop client. bien. Et tu disais justement, je rebondis là-dessus, pour éviter justement les fameux no-show, Ouais, voilà, tu reconfirmes le rendez-vous par téléphone. par téléphone, on peut le faire de façon automatique, mais nous, on va le faire de vive voix. Et du coup, on le fait pour chacun des rendez-vous tous les jours. D'accord, ok. Est-ce que vous avez un système, par exemple, donc vous avez systématiquement le téléphone du prospect? C'est On a, pas, je veux dire, des rendez-vous Calendly avec des relances automatiques. on a tout le temps le numéro du prospect parce qu'on l'a appelé au Voilà, téléphone. voilà, c'est pas des visios, voilà, là c'est du téléphone. Ok. Ouais, exactement. Et donc voilà, on a tous nos petits process en interne. En fait, on a Pipedrive en CRM. Dans Hmm. notre Pipedrive, on a chaque pipeline différent, c'est un client. Dans le pipeline, il y a plein de stages. Et quand on le bouge en rendez-vous, donc on a des prérequis, donc quelle heure, quel jour. Donc dès qu'il y a un rendez-vous, c'est transféré sur Slack automatiquement. Donc je sais que Kevin a pris rendez-vous pour client Intel à chaque fois, dès qu'il y a un nouveau rendez-vous. Et surtout, tous les matins à 8 heures, on a un espèce de chrone qui va nous dire, bon, bah, salut Kevin, tu dois rappeler ce rendez-vous, ce rendez-vous, ce rendez-vous. Donc tous les matins, on a notre Slack qui nous dit, tu dois rappeler ces rendez-vous de la journée pour ce client, ce client, ce client. Et après, on appelle les rendez-vous et on partage l'information sur le WhatsApp. Trop bien, superbe. Et est-ce que tu veux nous partager des KPI que tu aurais mis en place, que tu affectionnes particulièrement pour justement pour piloter ton entreprise? Oui, j'ai surtout mis beaucoup de KPI sur la production, donc sur la prospection des équipes pour les clients. Et c'est des KPI qui sont assez classiques hein, pour le moment, mais c'est bah, le taux de joignabilité. J'ai mon tableau avec tous les taux de joignabilité selon les jours et selon les secteurs. Comme ça, j'avise par exemple un mercredi, c'est pas super cool. En tout cas, il y a pas, la joignabilité est assez basse sur ce persona ou ce type d'entreprise. Et du coup, après, je switch de journée. Ensuite, j'ai aussi le KPI qui est très important, c'est le nombre d'échanges. Quand je dis échange, c'est donc le nombre d'appels. Tu peux appeler 100 personnes, mais tu auras un taux de joignabilité de 30% environ. Donc, sur 100 appels, tu vas parler avec 30 bonhommes. Ce qui est important pour moi aussi, c'est le taux entre le nombre d'échanges et le nombre de rendez-vous. Du coup, je peux piloter un peu la production selon ces KPI. S'il y a beaucoup d'appels, mais pas beaucoup d'échanges, enfin pas beaucoup d'échanges, bah, c'est que le jour, il n'est pas forcément bon. S'il y a beaucoup d'échanges, mais pas beaucoup de rendez-vous, bah, je dois faire quelque chose sur le pitch ou sur le persona, peut-être que le persona n'est pas très bon. Donc voilà, ça, c'est vraiment mes KPI qui sont principaux
chez moi. Après, c'est bien entendu le nombre d'appels quand même, c'est assez important parce que bah, on reste sur un métier de volume. Faut pas se le cacher. Même si tu as des super listes, des super pitchs, etc. Au bout d'un moment, il faut quand même appeler pas mal de personnes pour pouvoir augmenter ses chances d'avoir des rendez-vous. Du coup, le nombre d'appels, le nombre de rendez-vous, c'est des choses qu'on suit quotidiennement. Ouais. Est-ce que est-ce qu'il y a un ordre de grandeur pour qu'on se rende compte au niveau des stats, justement? Parce que c'est vrai que la prospection, on dit toujours, il faut faire du volume. Par exemple, sur 100 calls, sur 100 Mhm. appels, il y en a combien que vous allez pouvoir mettre en moyenne comment dire, en rendez-vous client? Mhm. Enfin, Ça ça dépend. arrive. Ouais. Ça dépend bien sûr du secteur, etc. Euh, Moyenne, tout secteur confondu chez nos clients, on est à peu près à 2,5 rendez-vous par jour de prospection. Mais dans ces 2,5, je mets par exemple un cabinet de conseil, peut-être que je tairai le nom, je sais pas, mais qui travaille avec nous depuis un bon moment. Et on a un ou deux rendez-vous par jour, mais c'est des paniers moyens à 100K, donc le client, il est ravi. Et à côté de ça, bah, peut-être que je peux citer du coup celle-ci, mais mon beau-frère, il a une société qui s'appelle Maggie. Donc, ils placent des sportifs de haut niveau qui sont en compétition pour des formations, des meetings, etc., dans des entreprises, pour faire l'analogie entre le sport et le travail. Et lui, j'ai réussi à avoir pas mal de rendez-vous, une moyenne beaucoup plus élevée, parce que bah, déjà, le service est canon, mais aussi, bah, c'est une vraie demande des équipes formation. Donc voilà, je mets tous ces clients en moyenne et j'ai à peu près 2,5, 2,8. Ça Sur à dépend peu près 100 contacts, 100 calls. sur une centaine d'appels, oui. Sur une centaine d'appels D'accord. Et par après, jour. le closing, c'est le client qui gère lui-même son closing. C'est le client qui gère lui-même son closing. Nous, on va jusqu'à prendre le rendez-vous et le reconfirmer une nouvelle fois. Ensuite, là, il y a la partie CSM. Donc, après, donc, on a donné le rendez-vous, mais on aime bien avoir des retours des rendez-vous. Donc, 2 fois par mois, on va faire un point avec le client et demande rendez-vous par rendez-vous comment ça s'est passé. Soit c'est un no-show, donc si c'est un no-show, on le met dans notre pipe drive no-show et on le rappelle à chaque jour de prospection pour savoir si c'est KO ou si bah, juste il y a eu un empêchement, parce que ça arrive, ou des gens qui ne regardent pas leur agenda. Si le rendez-vous a été effectué, s'il est bien qualifié, s'il est bien qualifié, pourquoi il a été qualifié, c'est important pour nous, parce que ensuite, on peut itérer sur bah, des personas ou des secteurs ou des tailles d'entreprise. S'il est closé, le deal, s'il a closé le deal aussi, on peut bah, creuser un peu sur ce même type de persona. Et s'il n'est pas qualifié, pourquoi il n'est pas qualifié? Peut-être qu'on n'a pas posé une bonne question, on n'a pas demandé la taille de l'entreprise ou autre. Enfin, il y a 1 milliard de qualifications possibles. Et du coup, bah, après, le CSM, donc tous ces appels, encore une fois, sont enregistrés via le fameux Lexi. Et après, donc tout ce rapport est créé et résumé. Et on voit ça avec le prospecteur pour améliorer la production pour la semaine d'après. Trop bien. Et alors, tes clients, ils ont un choix entre plusieurs offres ou c'est une offre unique que tu leur proposes? Non, ils ont 3 offres. Ils ont Hmm. donc le multicanal où ils ont 4 campagnes mail et LinkedIn par mois et 4 jours de prospection téléphonique dans le mois, donc toujours un jour par semaine. C'est toujours un jour par semaine les, euh, la prospection téléphonique. Sinon, il y a mon best-seller, c'est le téléphone où donc ils ont les 4 jours de prospection téléphonique dans le mois ou juste mail et LinkedIn. En revanche, moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien bah, diriger le client vers une offre ou une autre, parce que ça dépend de ce qu'on a échangé. Je prends l'exemple de Laura chez Taille, de Coco. Bah, nous, on est plus allé sur le multicanal parce qu'elle a un gros réseau LinkedIn et qu'elle est assez connue. Du coup, bah, on s'est dit il fallait profiter de cette partie LinkedIn, donc on s'est dit multicanal. Pour d'autres clients, je peux peut-être plus les diriger vers du téléphone quand ils ont besoin de résultats concrets et rapides. Parce que bah, le téléphone, à la fin de la journée, tu sais, tu as tant de rendez-vous et c'est le moyen le plus rapide d'avoir des rendez-vous et d'avoir un retour terrain. Trop bien. Est-ce que tu Ouais, veux nous partager l'outil pour récupérer les téléphones des prospects? ouais, bien sûr. Alors, j'en utilise plusieurs. Le meilleur, c'est quand même Full Rich. Je sais pas si tu connais, de Benjamin Doiblin. C'est vraiment un outil énorme. En fait, peut-être que tu connais Casper, Lusha, etc. Hmm. Voilà, bah, Full Rich, c'est la même chose, sauf que c'est une cascade.
de plusieurs providers différents. Donc, tu mets ta ligne donc je mets Aurélia, ton profil LinkedIn, et il va chercher sur le premier fournisseur de data. S'il ne trouve pas, il va aller sur le deuxième. S'il ne trouve pas, il va aller sur le troisième, etc. Du coup, les taux d'enrichissement sont bien plus élevés. C'est franchement énorme. Et j'utilise aussi Casper en plus, mais vraiment à côté, parce que Casper n'est pas plus ou pas dans la cascade de Full Enrich. Mais voilà, c'est vraiment le petit plus. D'accord. Trop bien. Super, Ouais, bah, merci. Et ouais. C'est vraiment énorme, je te le conseille. hmm. Flenrich, tu dis, c'est ça? Full Enrich. Ah, full, d'accord. Full Full Enrich. Enrich. Mon anglais n'est pas parfait, je te l'accorde. Non, j'avais mal compris. Full Enrich. Ok, super. Euh, Est-ce qu'on arrive bientôt à la fin de ce podcast? Est-ce que tu veux nous partager une semaine type? Ouais, une semaine type, je peux la commencer. Non, je vais la commencer par lundi, j'allais dire, je la commence par vendredi parce que c'est une grosse journée le vendredi. Le lundi, j'arrive au bureau, et Baptiste, on regarde un peu toutes les missions de la semaine, même si on a déjà checké le vendredi d'avant. Ensuite, les équipes arrivent. On demande à toutes les équipes de contacter les clients pour le petit message du matin dont je te parlais et du coup de montrer un peu leur pipe, ce qu'ils ont et toute la profondeur de marché qu'ils ont de disponible. Ensuite, ils appellent les rendez-vous du matin, de la journée pour tous leurs clients différents. Après, ils se lancent dans la prospection. Et du coup, on fait tout le temps un petit point vers 14 heures parce que 14 heures, c'est là où ça répond le moins au téléphone. En tout cas, c'est c'est ce qu'on en a conclu. Et du coup, on fait un petit débrief de la journée assez informel, enfin de la demi-journée assez informelle. Alors, comment ça s'est passé? Ok, t'as combien de rendez-vous? Est-ce que tu as un beau succès à nous partager ou autre? Et ensuite, après-midi, c'est reparti pour de la prospection jusqu'à la fin de la journée, quoi. Et ensuite, fin de journée, c'est les reporting aux clients. Donc, on commence à créer, à faire des reporting, résumer la journée. Et ensuite, petit message aux clients. Salut, j'ai fini. Parfois, des petits appels, ça dépend. En fait, ça dépend des clients. Des clients, ils aiment bien qu'on les appelle chaque fin de journée de prospection. D'autres qui veulent juste avoir le mail avec le nombre de rendez-vous. Il y en a qui veulent juste les rendez-vous. Il y en a qui veulent plein d'informations sur les rendez-vous, sur la journée, le nombre d'appels, etc. Et ça, on le fait vraiment custom selon les demandes des clients. On le comprend aussi assez vite. Il y a des clients, par exemple, le bonjour, ça c'est quelque chose qui est assez drôle, mais le petit bonjour, il y a un client qui nous répond jamais. Et il est très content, hein, mais c'est juste qu'il est super débordé. On envoie bonjour. Et du coup, j'avais fait un petit screen de la conversation de mon client et mon collaborateur, il avait dit bonjour, hop, journée finie, avec le petit résumé. Bonjour, hop, journée finie. On avait trois journées où il n'avait jamais répondu. Et après, bon, on l'a en rendez-vous CSM et il est très très content. Mais c'est juste il est super débordé. Donc Bon, voilà, tous les clients sont différents et on vend du service. Et moi, j'adore ça, vendre du service, parce que il faut vraiment, il faut l'industrialiser, mais l'industrialiser de façon custom et connaître ses clients et ce qu'ils aiment, c'est franchement une partie trop cool du job, je trouve. trop bien. Et juste pour par rapport à ce que tu disais là, quand tu customes, etc., tes clients, généralement, ils prennent tes services sur combien de temps? C'est plutôt du long terme? Alors, moi, j'ai une offre sans frais de setup et sans engagement, et c'est important pour moi. Donc, tu peux venir, c'est super plug and play. Tu viens, tu testes un mois, tu apprécies la qualité du service, tu peux t'engager à avoir des discounts, ou sinon, tu peux partir. Par exemple, j'ai des clients qui ont churn parce qu'ils m'ont dit, moi, là, j'ai trop de rendez-vous, je suis tout seul, je peux pas les assumer. Et du coup, ces clients-là font un mois, une pause, un mois, une pause. Donc ça, c'est aussi totalement possible chez moi. En fait, on met vraiment l'accent sur, OK, testez, vous allez voir la qualité du service et ça se trouve, ça peut ne pas fitter, hein, ça peut ne pas vous aller, mais voilà, Ouais, si les clients sont contents, ils restent. Et du coup, ça dépend, mais en moyenne, les clients, ils restent entre 3 et 4 mois. Si je prends les clients qui sont engagés et qui sont là depuis le début, et le nombre de clients aussi qui partent, il y en a qui partent après un mois. Mon travail, en fait, c'est vraiment qui reste le plus longtemps possible, mais de par le bon travail et pas le fait de leur dire il faut rester, il faut continuer les efforts. Non, j'aime bien que les clients restent d'eux-mêmes. trop bien.
J'aime bien dire que chez moi, les clients, donc il n'y a pas d'engagement à l'entrée. Et je me dis, à chaque fois, je dis à tous mes clients, c'est vous qui vous engagez parce que vous voulez continuer à travailler avec prospecteur Intel ou prospecteur Intel, Basile, Noah, Thibaut, peu importe. En fait, c'est pour ça qu'on crée ce lien-là parce qu'ils se disent, bon, bah, ok, Oumaima, elle travaille trop bien, elle me fait des reportings qui sont géniaux, je peux pas la laisser partir. Et j'ai beaucoup de clients qui me disent, ah, mais là, tu as trouvé une pépite. Là, tu as vraiment trouvé une pépite. Et même, il y en a d'autres qui essayent de les débaucher, mais ça, c'est un autre sujet. Oui, j'imagine. Bon, bah, trop bien. Mais écoute, je vais te laisser le mot de la fin pour cet Ouais, épisode. Quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs qui aspirent à faire croître leur entreprise? ouais, vendre. Franchement, vendre. Il faut vendre, ramener du CA, ramener du CA à fond. Et après, il y a plein de problèmes qui vont arriver, mais je pense que la base, c'est de C'est ramener du chiffre. ouais, développer des compétences en vente. Parce Ouais, que ça, c'est vrai que développer les compétences en vente, oui, c'est clair. C'est vrai que je pars du principe, mais bon, apprendre à vendre et vendre. Et au final, produire après, mais c'est clair que voilà, après, il n'y a que des bons problèmes suite à de l'acquisition. trop bien. Ben écoute, merci pour tout. Et ben, c'est quoi le réseau, l'endroit pour pouvoir venir discuter avec toi de prédilection? Ça serait lequel? L'endroit pour venir discuter avec moi, les bureaux, chez moi ou chez vous. Je me déplace aussi beaucoup Ok. chez les clients. Mais voilà, j'aime bien chez moi. Et LinkedIn, je suppose, pour prendre contact. Ah oui, c'est vrai que je t'ai dit que j'aimais beaucoup le physique, mais oui, bien entendu, sur mon Ok. profil LinkedIn, vous pouvez me rajouter, m'envoyer un message. Si je ne réponds pas tout de suite, c'est pas que je ghost, c'est que je réponds à beaucoup de messages. La prospection qui n'est pas très ciblée, je réponds pas. Mais sinon, j'essaie de répondre à tout le monde. Superbe. Ben écoute, merci beaucoup, Kevin, pour cet échange. Merci pour l'invitation. Et à très vite. Bye Hmm. bye. Salut.